Voilà. Okay, Cécile, I'll let you do the honors then with the introduction. So welcome everybody. Thank you for being here for this discussion about the film, the comedy, How to Be a Good Wife. We're very, very honored to have César winning director Martin Provost here with us to answer all your questions about this film that I hope you enjoyed as much as I did in these times of isolation. It's always nice to laugh and to be surprised by a film. I particularly enjoyed the character and the actresses, of course, and two of them are nominated for César this year, as well as the actor, the almost sole actor, male actor in the film, Edouard Baird. And so we wish good luck to them next March 12th. And that will lead me to tell you that on March 12th, we'll be presenting we will start presenting the 14th Winter Short Fest that will feature all the short films that are nominated for a César Award this year. And it's always a very, very fun event, so I hope you won't miss it. But without further ado, Kevin, I will give you la parole. Marie, would you like to translate the opening? Sure. Moi, j'ai tout compris. Vous avez tout compris? Ah bah, très bien, très bien. Non, pas. Well, the first question I would like to... depuis tellement longtemps. Ça va être pour parler que ça va être plus difficile. Okay. Martin, I wanted to ask you sort of what was your inspiration for making this film? You know, what did you feel that you were, what brought you to this film? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est venu d'une rencontre avec une vieille dame, enfin une dame de 80 ans, qui habite dans une région qui s'appelle le Cotentin en France, qui est une péninsule dans le nord-ouest de la France, vers l'Angleterre. Et c'est une dame chez qui j'ai loué un petit appartement pendant un mois pour aller travailler. C'était il y a 3 ans maintenant. Et elle m'a raconté sa vie un jour, parce qu'elle était très sympathique. Et elle m'a raconté comment elle avait décidé, à l'âge de 15-16 ans, de ne pas faire d'études et de faire une école ménagère pour ne pas être séparée de ses copines qui étaient toutes filles d'agriculteurs. Est-ce que je m'arrête là, Marie? Très bien. So it came from meeting an old woman who was about 80 years old in the Cotentin region, which is in the northwest of France, close to England. That was about 3 years ago, and he had rented a flat for 1 month to work in that area. And she told him about her life and how instead of studying, she decided to go to a housekeeping school to join her friends who were all from an agricultural background. Et au terme école ménagère, quelque chose s'est mis en route immédiatement dans mon cerveau. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur ce qu'elle faisait là-bas, ce qu'elle avait appris. Et elle m'a raconté notamment comment, au concours de sortie, on lui avait demandé de tuer un lapin en direct. Et elle était persuadée, tout le monde disait « tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais », et elle l'a fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est très mystérieux aussi la fabrication d'un film, j'ai vu Yolande Moreau en professeur de cuisine, et j'ai su qu'il y avait un sujet de film. So when she mentioned the housekeeping school, a lot of questions came to him and he was very interested in the topic. And one of the things she told him about was how they had to learn, like one of the final things they learned in this school program was to kill a rabbit themselves. And when she told him about that, he immediately thought of Yolande Moreau, so the actress who plays Gilberte, being a cooking instructor and how it was a great material for a film. Et je suis allé très vite sur Internet et sur le site de l'INA, qui est l'Institut national de l'audiovisuel, et j'ai tapé « école ménagère ». Et là, j'ai vu un monde s'ouvrir, parce qu'il y avait plein de petits films,
que vous pouvez sans doute tous aller voir. Il y en a à peu près une dizaine, sur les écoles ménagères en France, je dirais dans les années 50-60. Et c'est là où j'ai vu que toutes les écoles avaient fermé à partir de 1970. So he immediately went on the website of the INA, which is the Audiovisual Archive service in France, where a lot of videos popped up when typing housekeeping school. And he noticed there were a lot of them from the 50s and 60s, but there was no more content after the 70s. Et j'ai donc travaillé avec une jeune scénariste qui s'appelle Séverine Verba, qui a fait beaucoup de recherches de son côté, qui a trouvé des livres, un petit peu tout ce qu'il y avait sur les écoles ménagères. Et on s'est rendu compte aussi par ces petits films, les petits films étaient très drôles, parce que totalement désuets, parce que toutes ces jeunes filles qui étaient dans les écoles ménagères étaient en apparence très heureuses d'y être. Et il y avait une espèce de ton comme ça qui a quand même, c'est vrai, donné le ton du film tout de suite. J'ai su tout de suite que ce serait une comédie. And so he worked with a writer, Séverine Verba, who did a lot of research on these, and the little films that they saw just seemed extremely funny from the get-go. They were old-fashioned, and the tone, like everyone seemed very happy, and he immediately thought this had a lot of comedy potential. Parce qu'il y avait quelque chose pour nous aujourd'hui avec notre regard de terrible, de tragique, et en même temps, tout le monde était joyeux. The way we see it with our eyes today, it's obviously tragic to see this housekeeping program, but also something very funny. Il faut savoir, je continue, hein, ou vous voulez me poser des questions, non? Non, c'est très bien, continuez. Oui. Il faut savoir que la France, dans les années 68, était encore à peu près, je crois, entre 12 et 15% rurale. Elle n'est plus que 1,5% aujourd'hui. Et donc, pour beaucoup de jeunes filles issues de la ruralité, c'était une promotion formidable d'aller à l'école ménagère. Il y avait des milliers d'écoles ménagères en France, il y en avait partout. Et une jeune fille de milieu modeste qui faisait une école ménagère pouvait prétendre à soit faire un meilleur mariage, soit avoir une place de bonne à tout faire dans une maison bourgeoise, soit même peut-être, parce qu'il y avait certaines écoles où on apprenait la sténo, la dactylo, on apprenait des métiers, d'autres métiers, devenir secrétaire, enfin vraiment, et aller à la ville. Ça, c'était les années 60-70. What's important to note is that in 1968, France was about 12 to 15% rural still, when today it's 1.5% is still fully rural. And at the time, there were about 1,000 at least of these housekeeping schools. And it was a way for these young ladies from a humble background to be able to go higher in society by becoming a maid, or by just hoping for a better match in marriage, or even to go to the city and become something like a secretary, rather than just staying in their rural agricultural environment. Ce qui nous a semblé aussi très intéressant avec Séverine, c'était la réflexion pour savoir quand on allait, en fait, dans quel temps on allait raconter l'histoire. Parce que, comme en 70, toutes les écoles ménagères ont fermé, c'est évident que 68 marquait une étape fondamentale dans le processus de fin de ces écoles, qui, pour beaucoup, ont fermé ou sont devenus des lycées agricoles. So pardon, oui. The time was very important in how they wrote this movie, because they obviously realized that the year 68 must have had an influence, because all these schools just disappeared after the 70s. Et comme le MLF a été créé en France en 1970, le mouvement de libération des femmes, aux États-Unis, je crois que c'est un petit peu plus tôt, je ne sais plus. Mais le MLF a été créé en France en 1970. Donc vraiment, 68 a été la plaque tournante de cette création. Et il faut savoir qu'en France,
il y avait Paris et ce qu'on appelait la province, qui a été aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui les régions, parce que le terme province, que moi je trouve assez beau en soi, est considéré comme un terme un peu péjoratif. Je me souviens dans mon enfance, moi je viens de Bretagne, j'habitais à Brest, quand j'allais à Paris chez mes grands-parents, j'étais vraiment le plouc qui allait à Paris. Paris était le rêve de tous les provinciaux. So the MLF, so the Women's Liberation Movement in France, was created in 1970. So the year 1968 is really seen as a turning point with all the events that happened in that year. And the situation in France was very much Paris versus La Provence, so all the regions. And La Provence has a very negative connotation sometimes. So now we call them the regions, but there's really a difference between Paris and La Provence. Martin grew up in Brittany, in the Brest region. And when he would come to Paris, he says the word plouc, which is kind of country boy, coming to the big city. Et c'est pour ça que ça nous a semblé très important de placer l'histoire dans une province qui était encore, entre guillemets, arriérée. Et on a choisi l'Alsace. Parce que le Cotentin, c'est une très belle région, mais c'est au bord de la mer. Et je ne voulais pas qu'il y ait la mer. Je ne voulais pas qu'il y ait une ouverture. Je voulais montrer une province très repliée sur elle-même. La Deuxième Guerre mondiale a laissé beaucoup de traces en Alsace. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été assassinés en Alsace. Il y a eu, la langue alsacienne était proscrite. Donc, c'était une région très montagneuse, très reculée. Et j'ai essayé de montrer ce que c'était, en effet, que ce monde-là, très conservateur, encore au moment de 68. So he chose the Alsace region because it's such a closed-off region. It is not necessarily open on the world like Cotentin would be, because Cotentin, where he learned the story, is on the sea, so it has an opening towards the outside world, whereas the Alsace region is more closed on itself. It's a mountainous area. It suffered a lot during the war. The language of Alsace was forbidden for a while. A lot of Jews were killed from the Alsace region. So he really thought this region was more interesting because of how closed it was and how conservative it was. Vous avez peut-être des questions à me poser, sinon je vais faire un monologue. Très bien. How did you approach the main actors, the three female actors? How happy and willing were they to join in with the project? Alors j'ai écrit le scénario pour elles. Et j'avais rencontré Juliette Binoche pour un autre film que je n'ai pas pu faire, qui était un film beaucoup plus sombre et difficile sur un peintre clochard, que j'espère faire un jour, mais enfin bon, je n'ai pas trouvé de financement. Et donc, tout de suite, quand j'ai parlé de ce projet à Séverine, il y a vraiment, on sent que, maintenant, c'est mon 7e film, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait 7. Je vois bien qu'il y a des films qui ont envie d'exister. C'est un peu comme des enfants. Moi, je dis, j'ai pas d'enfants, mais j'ai mes films. Et ce film-là, il voulait être là, il voulait vraiment, il s'est imposé tout de suite, j'ai eu aucun problème, j'ai eu les financements, j'ai eu tous les gens que je voulais. C'était absolument incroyable, alors qu'avant, je m'étais battu comme un diable pour essayer de monter cet autre film et je n'y suis pas arrivé. Donc, comme j'avais eu l'accord de Juliette sur l'autre film, j'ai écrit tout de suite La Bonne Épouse pour elle. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là déjà, oui. Donc, he wrote the movie for Juliette Binoche. Like, he had her in mind when he wrote the script. He had actually been in communication with her for another film project about a hobo painter, but the film never saw the light. He hopes maybe one day it will. But because of that, he already had an agreement with Juliette Binoche and wrote this script for her. And he says it's like this film is like a child that just wanted to exist, and everything
went very quick. He got all the financing he wanted, all the actors and actresses that he wanted to make this film today. Il y a Yolande Moreau qui joue Gilberte. C'est mon 3e film avec elle. J'ai fait un film il y a maintenant 12 ans qui s'appelle Séraphine, qui est un film qui a eu beaucoup de succès. On a eu plein de Césars. Ça a été une aventure incroyable. Et Yolande, on est très liés. J'habite à la campagne, hein, j'habite pas à Paris, j'habite à 1 heure de Paris. Et elle habite à côté, on s'est rencontrés pour Séraphine. Je l'ai vue au supermarché, c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est Séraphine. Et donc Yolande fait partie de ma vie et j'avais très envie qu'on retravaille ensemble. Donc j'ai imaginé Gilberte pour elle. Et Noémie Lovski m'a été envoyée par une amie parce qu'elle voulait habiter à la campagne. Et donc, elle me l'a envoyé pour que je lui trouve une maison. Vous voyez, quelquefois, les films, ça se fait comme ça. Et quand elle est arrivée là, chez moi, que j'ai sorti le poulet du four, je me suis dit, mais c'est Marie-Thérèse, c'est sœur Marie-Thérèse, c'est elle. Donc, j'ai écrit pour elle 3 et les 3 étaient évidemment très, très heureuses du résultat et de faire le film. So Yolande Moreau, who plays Gilberte, it's actually his 3rd movie with her. She already starred in Séraphine, for example, which is a film that had a lot of success and won quite a few Césars. And actually, Martin lives an hour from Paris in more of the countryside. And Yolande Moreau is actually his neighbor, or lives in the same small town. And he met her at the supermarket one day before Séraphine, and he just knew she was going to be it. So she is someone that is part of his life, just his everyday life. And Noémie Lvovsky, who plays Sister Marie-Thérèse, she was sent to him by a friend just because she was looking to move to the countryside. And one day she was at his place and he was taking a chicken out of the oven, and he just had a realization that Noémie was going to be Sœur Marie-Thérèse in his movie, and everyone accepted, and that's how he got his cast together. Et le rôle masculin, donc Édouard Baird, je l'avais rencontré plusieurs fois parce que il fut un temps où, quand vous aviez fini votre film, vous partiez dans les pays pour rencontrer les gens. Et donc, je me suis souvent retrouvé avec Édouard, je ne sais pas quel film il défendait. Et à chaque fois, on s'entendait très bien, donc j'avais envie d'écrire quelque chose pour lui et j'ai écrit le personnage pour lui. Et il m'a dit oui, donc j'étais très heureux de ça. Once upon a time, when film crews would present their films out and about actually traveling, he came to meet Edouard on several occasions while they were both presenting totally different films and projects, and they got along great. And so he had the idea of casting Edouard, and Edouard became part of the adventure as well. Great, thank you, Marie. There's a question in the chat from Susie Billings. She says, what was the significance of Gilberte cutting her hair? Quelle est la symbolique de Gilberte qui se coupe les cheveux dans le film? Elle change de personnalité, elle rompt avec son passé de vieille fille rigide et confinée dans ses fantasmes pour accéder à autre chose. Elle a fait après ça une robe avec ses rideaux, elle s'est complètement transformée. C'est ça la signification. Je pensais que c'était clair. So he thought it was obvious, but it's a change of personality. The fact that she completely cuts off with her old persona. She's not the old spinster anymore, and she makes a beautiful dress out of her curtains. So it really is a change of personality. Mais ça paraît aujourd'hui tout à fait normal, mais même moi, quand j'étais petit, je me souviens encore des filles qui avaient les cheveux longs. Une fille qui coupait ses cheveux, c'était lourd de symboles. Mm-hmm. Yeah, and in his time, like when all girls pretty much had long hair, it was already something very symbolic to completely change your hair and cut it. Thank you. Jodie Samuels has a question, and she says, how and why did you finish with this amazing musical number? Nothing else in the film suggested that the end would be like that, and it was brilliant. Merci. C'était tout de suite, dès l'écriture du scénario, je savais que ça allait se terminer comme ça. Et c'était pas une mince affaire. C'est un travail absolument énorme.
quand je vois des comédies musicales maintenant, je me dis, mon Dieu, je n'imaginais pas que ça puisse être aussi difficile. Moi, j'ai 6 minutes de musique, 6 minutes de chansons et de danse, et c'est un travail énorme. Donc, quand je pense à toutes ces comédies musicales, à tous ces chefs-d'œuvre qui ont été faits, je mesure le travail colossal que c'était. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était très clair que je voulais une fin ouverte. Je voulais montrer toutes ces jeunes filles qui allaient vers leur vie et vers leur libération, et que ça allait passer par mai 68. Mais d'abord, il y avait aussi comment dire, quelque chose de très cinématographique à rendre ça en chanson, en ballet, dans la nature, une espèce comme ça d'ode aux femmes libres et sensuelles. Et alors que finir dans Paris avec les barricades, c'est comme si j'entrais à nouveau dans un autre film. Et dès le début, j'ai pensé qu'il fallait que je finisse comme ça. So since the very beginning, he had this scene in mind to close the movie with this scene. It was a huge piece of work. This is something we're looking at musical comedies. He really recognizes the effort that those movies, that was put in those movies. Here he spent 6 minutes of the film and as a musical comedy with singing and dancing. He wanted this as an open end, rather than, you know, in nature with these women going towards their liberation and towards an open and free life, rather than finishing it off in Paris in a city with barricades. He wanted this much more open to represent this liberation of these women. Very nice. Adrienne, you have a question. I'd like to open your mic. Yes, first of all, I absolutely adored this film. I loved it. And because I am une femme d'un certain âge, I've seen lots of films. And one thing that struck me was what I assumed were deliberate references. The pillow fight was like zéro de conduite. And I mean, I assume that was intentional. And then at the end, I thought of Godard and Weekend, because there's that loss, and then they get out, you know. And somebody in the chat mentioned Jacques Demy for the musical numbers. And what I wonder is whether you had other things interspersed throughout the film, which were also references that I just didn't, you know, catch. Because not only was the film wonderful in itself, but it was enriched by these embellishments you put in. Non, non, vos références, Zéro de conduite, oui, évidemment. Pour les autres, Zéro de conduite est un film absolument merveilleux que évidemment, j'ai en mémoire depuis toujours. Et il y a des scènes formidables dans les dortoirs où on voit le maître à travers les rideaux et il y a beaucoup de chahuts dans le dortoir et on voit les ombres chinoises du maître en train de se déshabiller. Donc, toutes les séquences avec Noémie, oui, sont nées de ça. Après ça, Week-end de Godard, c'est drôle, j'y ai pas pensé, vous voyez. Ah, vraiment? Non, mais merci, ça me flatte beaucoup parce que Pourquoi pas? Mais oui, c'est très mystérieux les influences parce que d'abord, c'était mon premier film que j'ai voulu drôle et joyeux. Je ne voulais pas me prendre au sérieux parce que le sujet est fort, mais je ne voulais pas me prendre au sérieux. Je voulais essayer de retrouver cette espèce d'inconscience des années 70. J'ai écouté pas mal de sociologues. Il y a une femme exceptionnelle qui s'appelle Christine Delphi, qui est sociologue, et qui raconte, qui a été à l'origine de la création du MLF en France, et qui raconte comment elle est allée déposer avec Gisèle Halimi, et puis je ne sais plus qui encore, une gerbe sous l'Arc de Triomphe à la femme du soldat inconnu. Je m'arrête peut-être là avant de raconter la suite. Parce que là, je fais so regarding the references, yes, the Zéro de conduite was a clear reference in the scene in the dormitory when they are having a pillow fight and you see Sister Marie-Thérèse's shadows behind the curtain. That was a reference. But otherwise, the influences are a bit mysterious. For example, he hadn't thought of Godard necessarily.
and while doing this. There's a famous sociologist, Christine Delphi, who said that she had gone to the tomb of the, I don't know how you say it in English, of the unknown soldier. Unknown soldier, yeah. Right. Not to the unknown soldier, but to the wife of the unknown soldier. Et elles racontent, mais comment elles riaient tellement, et elles se sont fait coffrer, elles se sont retrouvées en prison, mais elles racontent comment la création du MLF, toute cette période-là s'est vécue dans la joie. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons perdu. And yeah, the creation of the MLF, of the women's liberation movement, they had the greatest time. It was something very, it was fun, it was liberating. And I forgot this in the previous response. He wanted this movie to be light and to not be serious and to have really something refreshing and light about it. Et il y a aussi dans Jacques Demy, évidemment, quelque chose de cet ordre-là. Jacques Demy, moi, c'est toute ma jeunesse. Peau d'âne, c'est un film qui a été très important pour moi. J'ai fait un film avant avec Catherine Deneuve qui s'appelle Sage-femme. Et je me souviens de mon chef opérateur qui me disait « Martin, on tourne avec Peau d'âne ». Et c'est vrai que pour nous, c'était toute notre enfance qui remontait à la surface. Donc, je n'ai pas eu la volonté de, comment dire, m'inspirer de Jacques Demy, mais toutes ces influences dont vous parlez, Adrienne, sont en moi. Et peut-être François Ozon, peut-être, parce que I saw a film called 8 Women by François Ozon. Non, pas spécialement, je dirais plutôt Agnès Varda. Ça me parle plus. Et puis après, mais tellement d'autres. On parlait de Jean Vigo tout à l'heure. Il y a Renoir, il y a toutes ces scènes aussi dans le film avec quand on est dans la maison, dans les cuisines, qu'on voit toutes ces jeunes filles au fond en train de faire du jardin, en train de faire la cuisine. Tout ça pour moi, je suis très passionné par la peinture. Séraphine était l'histoire d'un peintre. J'ai un autre projet sur un autre peintre. Ça fait vraiment partie de ma vie. Jacques Demy is an influence that he did not use consciously for this film, but it's definitely a part of him. He has watched, of course, Peau d'âne. I was Googling it, the English title, Donkey Skin, I believe. And he had Catherine Deneuve in one of his previous movies called Sage-Femme, Midwife. So these are definitely influences that he didn't necessarily use consciously, but that are a part of him. Also Agnès Varda, Jean Vigo, Renoir. For example, the scenes in the kitchen, in the open kitchen with the girls in the garden, are very much inspired by painting, which is also an art that he really feels connected with. Thank you. I'd just like to say that thank you for making references to all these films. Martin, we showed Séraphine at the festival when it came out, and we also showed The Midwife a couple of years ago, and the film Donkey Skin was also at the festival as one of our classics. So it's nice to have those references for our audience. And one of the audience asks, Muffy says, what is the significance of the miniature collection? And for her, it reminded the miniatures, les miniatures. C'est les fèves, je pense. Ah oui, alors, oui. I just finished. Okay. J'essaie d'expliquer. Non, au départ, j'avais imaginé que le personnage j'oublie son nom, pardon, Robert, voilà, mais je cherchais le nom de l'acteur. François Berléand, Robert, s'ennuyait profondément dans cette école ménagère et il passait son temps à fabriquer des petits personnages avec des allumettes. Et donc, j'avais imaginé que quand elle ouvrait le tiroir, il y avait un monde très à part qu'elle ne soupçonnait pas et qu'elle ne connaissait pas chez cet homme, qui est quand même l'homme avec qui elle a passé sa vie.
qui était un monde créé avec des petites allumettes collées. Et on s'est rendu compte avec le chef décorateur, parce que vous savez, tout demande au cinéma énormément de travail et de réflexion, que c'était impossible à réaliser. Et que rien que l'ouverture du tiroir allait de toute façon dévaster toutes les possibles constructions en allumettes qu'on allait faire. Et donc, c'était ce qu'on dit en France une tannée, c'est-à-dire c'était une très belle idée scénaristique, mais irréalisable concrètement. Et ils ont travaillé, l'équipe a travaillé, et ils m'ont proposé quelque chose de très incongru, mais que je trouve très belle. Et c'est tous ces petits personnages qui sont comme les fèves qu'on trouve dans la Galette des Rois, des choses comme ça, des soldats de plomb, quelque chose en tout cas qui a un lien avec l'enfance de Robert. So for the character of Robert, played by François Berléand, he originally had the idea of having him have this whole little hidden world with figurines made out of matches, and for his wife to open the drawer and to discover that he had this whole little parallel world that she had no idea about, despite having spent her life with him. And he wanted to portray how perhaps he was bored and had created this whole different hobby. But then they realized with the team that it was very, very difficult to actually have these matches, these figurines made out of matches. And so they had to come up with another idea. And the team suggested using these little fèves, which are figurines that you can find in the Galette des Rois. It really shows a link with his childhood, perhaps, to make him, to show the inner child in him. Je me souviens en tout cas que quand j'ai ouvert le tiroir, parce qu'ils m'ont fait une surprise, puisqu'ils m'ont dit « mais tu ne pourras pas avoir ce que tu veux », j'ai trouvé ça très beau et ça m'a suffi. Et à partir de là, il y avait le petit mouton, il y avait la crèche, il y avait toutes ces petites choses qui montraient que l'univers de Robert était très, très différent de cet homme que Paulette avait, entre guillemets, aimé et épousé, et qu'elle ne le connaissait absolument pas. Et je trouvais que ça donnait au personnage, qui est par ailleurs pas complètement sympathique, une espèce d'ouverture comme ça, de possibilité de vie, comme s'il n'avait pas accompli quelque chose et qu'il était resté dans sa toute petite enfance, comme quand on est un écolier et qu'on fait des bêtises dans son tiroir de pupitre. So the team surprised him with this idea by making him open the drawer himself. And he was very positively surprised by these little figurines and thought that will work. And it shows, how Robert, despite not being the most sympathetic character, also has his own world, and it shows definitely shows an opening and maybe some hope for positive changes in somebody. Martin, when you make a film that's a comic film like this, and compared to your other films, it really is quite a change. Did you feel it was a completely different approach for you, or was it just kind of telling the same story but going in a different direction, kind of? Non, je ne sais pas, parce que évidemment, on m'est un peu tombé dessus avec ça, parce que j'ai pas fait de film drôle, donc, mais j'avais envie d'une prise de risque. J'avais envie d'une prise de risque et j'avais envie de faire un film joyeux. Et ça fait partie d'un parcours. Après ça, c'est très difficile d'expliquer. Mais c'est vrai que j'avais 2 films avant que j'ai essayé de faire qui étaient beaucoup plus graves et que je n'ai pas pu les monter. Et d'un seul coup, La Bonne Épouse, c'était une idée, c'est parti comme ça, c'est allé très vite, on a écrit le scénario, tout le monde avait envie de ça. Donc, je ne peux pas tellement le justifier autrement que comme simplement une prise de risque, envie d'explorer autre chose, de voir si d'abord j'étais capable de faire ça. C'est très, très difficile de faire une comédie qui tienne le coup. C'est un peu, entre guillemets, considéré comme, par rapport au cinéma plus grave, un peu mineur, mais
m'étant frotté à ça, je mesure le travail et je tire mon chapeau à tous les gens qui s'y frottent et qui font des comédies je dirais, de haut vol. Et j'espère m'inscrire là-dedans. Voilà, je n'ai pas eu du tout le sentiment de faire quelque chose qui est moins de valeur. Parce que d'abord, ça m'a demandé 10 fois plus de travail. Parce que il y a le rythme, tenir les acteurs, et puis le film n'est pas que drôle. Ce n'est pas un film, c'est un film, voilà. On veut toujours mettre tout dans des cases, mais je pense que le film est plus qu'une comédie. C'est un film qui est drôle, mais qui traite aussi avec gravité de certaines choses, comme de la découverte de la sexualité par ces jeunes filles, de ce que c'est que la solitude quand on a été une femme totalement couvée par son mari. Tout ça, c'est des sujets graves. Et ce n'est pas facile de faire rire avec ça. So he's been asked a lot about why he went into this new genre of comedy for him. And it seems like a risk-taking, but he really wanted to take this risk to create something joyful. And it's hard for him to explain, but he just saw this as being part of his path. He had tried 2 more somber film projects right before that just didn't come to fruition. And then with this film, everything just went so easily, and he really enjoyed the risk-taking, and he wanted to see if he was capable of leading this. And it's often seen perhaps as a more minor film form of art, but he recognizes how much work has to be put into comedies for the rhythm to function. He really does not see this as having less value for being a comedy. For him, it was 10 times more work than his other films sometimes. And we always want to put things into certain categories, but he sees it as more than a comedy. There's also very serious topics, like for these girls to discover their relationship with sexuality, for a woman for a newly widow who experiences a solitude of having never had to organize things in her life herself, things like that. There's a question in the chat, and it asks about these types of schools. So France is not unique in having had the expectation of women being raised to consider their marriage and serving men as defining their success. Do you have any idea of how the practice of the école ménagère compared to other countries or cultures with similar expectations of women during that time? Vous pouvez me traduire, là, je veux bien que vous me traduisiez. Alors, la France, en fait, n'est pas unique comme pays à avoir eu cette expérience de faire des écoles ménagères ou de s'attendre à ce que la femme ait cette position dans le ménage et par rapport à son mari. Est-ce que vous avez une idée des pratiques dans d'autres pays? Est-ce que vous avez exploré ça un petit peu dans vos recherches? Comment d'autres pays ou d'autres cultures avaient peut-être ce genre d'institutions ou d'attentes envers les femmes? Encore aujourd'hui, non, ça n'existe pratiquement plus. Je crois qu'il y a encore quelques écoles ménagères au Portugal, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Ça a pratiquement disparu. Le monde a complètement changé. Alors évidemment, il y a encore certaines minorités dans certains pays où les femmes sont totalement assujetties aux hommes. Mais en Europe, aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde, c'est quand même aujourd'hui très, très différent. Moi, dans ma jeunesse, je me souviens, mon père était officier de marine, ma mère était femme au foyer, et je pense que j'ai très vite compris que quelque chose n'était pas normal. Parce qu'on mettait le couvert, mon père était dans le salon, il lisait son journal, ma mère faisait la cuisine, nous les enfants mettaient le couvert, et puis mon père venait s'asseoir à table, il se servait le premier, et puis après il repartait, et nous et ma mère derrière. Et je me souviens que je ne trouvais pas ça normal. Pour moi, ça, ce n'était pas de l'amour. Mais je pense que ça, aujourd'hui, les tâches sont partagées. Même s'il y a encore, évidemment, énormément de chemin à faire. Dans ma jeunesse, il y avait les speakerines à la télévision, mais les femmes n'avaient pas droit de parole, ou tellement peu.
Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe en 1945. Elle était une des rares à parler. La majorité des hommes, la majorité des intervenants politiques et autres, c'était des hommes. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de voler en éclats. Toute ma jeunesse et toute ma vie, en fait, j'aurais été le témoin de ça. So he doesn't really know for sure. He knows that in Europe and the US, those housekeeping schools are pretty much extinct. There may be perhaps a few in Portugal, but he's not sure of that. And of course, in other parts of the world where women are still in a position of inferiority, but in our Westernized world, Europe and the US, it of course has completely changed, and these institutions have pretty much gone extinct. Then he talks about his personal experience. His dad was an officer in the Navy. His mother was a housewife, and in his household, it was pretty much his father was in the living room, just reading the paper and being called for dinner, and then just putting his feet under the table and helping himself first to the dinner that was prepared by his wife, and he would maybe help set the table, but that was it. And to him, already as a young man, it was something that he saw as unfair, that he wouldn't have described this as love, to have these chores divided in this way. That today, of course, it's way more, the chores are shared between men and women. Usually there's still a lot of way to go for full equality, but in those times you had perhaps a female speaker on TV here and there, but other than that, women did not have a lot of power and a lot of just speaking opportunities. When Simone de Beauvoir started entering the political stage and speaking, she was pretty much the only woman. It was a world that was very dominated by men. And today and throughout his life, he really has seen the evolution of that from those times to today. Very Je good. pense qu'on est plutôt en train d'arriver aujourd'hui, et c'est ce qu'on va voir, à vraiment l'égalité, c'est-à-dire l'égalité des chances, l'égalité des salaires. C'est à ça qu'on est en train d'arriver, ne serait-ce que dans la langue. Le fait qu'aujourd'hui, on arrive à dire une écrivaine en français, on disait un écrivain, la féminisation du langage, tout ça prouve, je pense, qu'on va en effet vers une égalité. Alors, en effet, il y a certains pays où ça n'est pas, mais je pense que ça n'est pas la majorité. Yeah, we're living in a world today where we are seeing an evolution towards equality, equality of chances, of opportunities, of wages between men and women, of language as well. So of course, in French, écrivain would be a masculine word, and we can now say écrivaine is an accepted form of it to describe women writers. Yeah, this is something that we're really seeing happening live today. And I would just add that in Martin's films, we see this question of strong women and women's liberation in Le Ventre de Juliette or Violette or Séraphine or The Midwife, always given strong roles to women and seeing how their emancipation is kind of moving, how things are changing. Amy Gleason in the chat says, I appreciate the layers of stories in the film, especially the story of André's experience in the war. More than ever, it is important to keep this kind of history at the front of our mind. Je veux bien que vous me traduisiez la deuxième partie. André, oui. C'est donc quelqu'un dans le chat qui dit elle apprécie beaucoup les différents niveaux d'histoire qu'il y a dans le film, notamment l'histoire d'André et de ce qu'on comprend de son expérience pendant la guerre, et que c'est pas vraiment une question en fait, que c'est plus important que jamais de rappeler ces points de l'histoire. C'est fondamental, et c'est pour ça qu'aussi on avait choisi l'Alsace, qui avait énormément souffert pendant la guerre. Et oui, il faut savoir en plus que tous les gens qui étaient revenus des camps, on n'en parlait pas, et c'était encore là. Les femmes avaient été tondues, toutes ces femmes qui avaient couché avec des Allemands avaient été tondues. Il y avait beaucoup de villages qui avaient été très stigmatisés en Alsace à cause de ça. Et je voulais que ce soit dans le film, mais que ce soit abordé sans lourdeur, simplement qu'on comprenne
que cet homme avait énormément souffert et qu'il était toujours resté attaché à ce premier amour et il fallait comprendre pourquoi. Et voilà, tout ça, ça fait partie de l'Alsace. Hein. C'est très fort tout ça en Alsace. Et c'était encore fort dans les années 60. Yeah, he says it's fundamental to have these parts, and this is also one of the reasons why Alsace was chosen as the region to set this movie, because it was very hit by the war. A lot of people coming back from the camps. It was not really addressed. Women, women were shaved. A lot of people were stigmatized. And it was important to have André as part of the film to show that he had suffered a lot without necessarily making it too heavy. Just to have these references of him having suffered a lot, but also finding his first love again. Mm-hmm. Yeah, the women who were found to have been maybe slept with a German soldier, they had their hair shaved off in public at the end of the war. Yeah. One of the Monette remarks that in the US, for example, they had what were called charm schools that focused on beauty, posture, and to some extent, housekeeping skills. Donc, quelqu'un dans le chat qui note que les États-Unis avaient une espèce d'équivalent des écoles de charme, où en fait les jeunes filles devaient développer leur beauté, leur posture et un petit peu de travaux ménagers. Alors, il y a une école, je me demande si elle n'existe pas encore, qui est en Suisse, mais qui était une école ménagère pour riches. Et il y a Philippine de Rothschild donnait des cours là. Et c'était en effet des cours de maintien, comment tenir une maison, mais comment être une maîtresse de maison. Et ça, je crois que ça existe encore. Mm-hmm. There was a school in Switzerland, and he's wondering if it still exists, which was like a housekeeping school, but for the rich, where Philippine de Rothschild was actually holding a class, about posture and things like that, and how to be a house master rather than just housekeeper. Parce qu'il y avait aussi quelques écoles comme ça pour bourgeois. Il y en avait une autre, il y a un documentaire absolument formidable qui s'appelle Les Petites Marthes. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez trouver ça aux États-Unis, mais qui racontait l'histoire de 3 femmes qui avaient eu leur certificat d'études. Elles étaient premières au certificat d'études d'origine très, très modeste. Et donc, on leur permettait d'aller étudier dans cette école ménagère pour bourgeois. Et en fait, elles se retrouvaient à être les esclaves des autres. Et le documentaire présente ces femmes, elles ont aujourd'hui entre 80 ans, et comment les chances se sont refermées en fait en allant là, parce qu'elles y sont restées, elles se levaient à 5 heures du matin, et elles ne pouvaient assister aux cours qu'à partir de 18 heures, et évidemment elles s'endormaient parce qu'elles étaient épuisées, parce qu'elles devaient faire la cuisine pour 500 personnes. He mentions a documentary, so I'm not sure what the title is in English, but in French it's Les Petites Marthes. Pardon? C'est un prénom, Marthe. On les appelait les Petites Marthes. Oui. Mm-hmm. Where young women were allowed to join a housekeeping school, but intended for the bourgeoisie. And in the end, it was not elevating them at all, because they ended up still being subjected and having to do the chores for everyone else in this school, and basically being reduced to slaving for all the other school attendees. So perhaps I'll try to find the title in English. Adrienne, you have your hand up. Yeah, Marc aussi. Yes, it's for something else, but I wonder if that title isn't a takeoff on the 2 Marthas in the Bible, which, I'm an atheist. I don't know much about the Bible, but there's a 2 Marthas, and maybe this is the 3 at any rate, or the little ones. Anyway, I am doubly delighted, and I think it's doubly praiseworthy that you cast your own film with that inspired, ensemble. And some of the scenes just keep replaying in my head, and I just laughed. I knew I was in trouble when the choking on the rabbit took place, because I was laughing
throughout his death scene, which is really terrible. But I prized the scene in the car where the backseat driving was going on with Marie-Thérèse. And when finally she says, "Oh, you can drive," the nun just goes like that, like, yes. And there were scenes that just absolutely delighted me. But one that I want to ask about, when that choucroute appears at the table and they say, "Oh, this was ordered by telephone last night." I just wonder, is that just to show a regional specialty that you put that in? Because it was hilarious. C'est really. alsacien, c'est typiquement alsacien. C'est le plat de l'Alsace. Yes. I figured that must have been what it was, but it was Yes. just the fact that it was so random and it appeared and they said, this was ordered by telephone last night. I just thought that was, I don't know, I just laughed and laughed. Je pense que la question est plutôt sur pourquoi ça. Est-ce que c'est une tradition que ça apparaisse sur la table, cette partie-là qu'on ne sait pas qui a commandé? Ah, pardon, j'avais pas compris. Non, c'est une erreur. C'est un jeu scénaristique, c'est une erreur. Mais c'est ridicule et pour ça, j'ai rié. Marc, did you have a question? Marc? Yes. Yeah. First, I must say that I really appreciate people who can talk about deep and serious subjects without taking themselves too seriously and believing that we have to cry all along for it to be, instructional or something. So, don't feel bad about that. I have very much respect for people that are able to do that. And I think you did a very good job. And I was curious, one of the characters that I really love there is Sœur Marie-Thérèse. And, I've known some, nun sisters very well too. And I noticed that it's not caricatural. Often people put them in a box and being all negative, but she is the most competent woman in the whole place. And she has so many, so much resource and I just love that character. I wonder, did you have any special inspiration or? Non, non, je n'ai pas de religieuse dans ma famille ni autour de moi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une bande dessinée en France avec une religieuse qui s'appelle Marie-Thérèse et que ça, on me l'a apporté après. Et évidemment, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais enfant ou adolescent. Et c'est incroyable. C'est Noémie Lovski. Enfin, c'est vraiment le personnage. Donc, c'était quelque part dans mon cerveau depuis toujours. Et je l'ai ressorti à ce moment-là. Et ce qui était incroyable, c'est que Noémie, je lui avais demandé de maigrir parce que je voulais que la religieuse soit très maigre et qu'elle fasse très peur et qu'elle soit dangereuse et très maigre. Et elle n'a pas arrêté de manger pendant toute la préparation. Et je voyais Noémie qui devenait absolument énorme. Et au bout d'un moment, j'ai renoncé parce que je ne savais plus quoi lui dire. Et en fait, c'est là où c'est merveilleux, c'est que c'était formidable et qu'elle avait raison et qu'elle vivait pleinement son truc et que l'idée que j'avais était moins bonne, je crois, que celle qu'elle a décidé de suivre, qui était la sienne. Vous pouvez juste répéter, Marie-Thérèse était un personnage qui venait de quelle référence pour vous? Une bande dessinée qui s'appelle Marie-Thérèse. D'accord. Non, mais ce n'est pas une référence, je ne m'en suis même pas rendu compte, c'est-à-dire que c'est après qu'on m'a dit ça. Tapez Marie-Thérèse bande dessinée, vous allez voir, c'est Noémie Lovski. So he realized afterwards, so it was not a conscious reference that he had read a comic book with a nun called Marie-Thérèse, and that when he was told about it later on, he realized, yes, it must have been part of my influences, but not consciously. And he invites us to look it up because it really is to him Noémie Lovski, the actress. And before filming, he had in mind that the nun should be
skinny and scary looking, and he asked Noémie to lose weight for the film, but then as it went on, she was just gorging on food and became how she is, and he just realized, well, I guess she's right. I guess it works like that, and he just accepted the fact that Noémie, as she was going to incarnate the sister Marie-Thérèse. Thank you. Susan Keller asks, when the two women revealed that they had a secret, was it that both were in love with André? Quand les deux femmes, oui, on parlait d'un C'est mon secret. chat qui hurle derrière. Pardon, oui. Quand les deux femmes, donc Gilberte et Paulette, parlaient d'un secret en commun, est-ce que c'est bien du fait qu'elles étaient amoureuses d'André? Est-ce que c'était bien Oui, ça? évidemment, évidemment. Et c'est un jeu comique où on se dit, est-ce que Gilberte va enfin dire à Paulette qu'elle est amoureuse d'André? Parce qu'évidemment, ça ne vient pas à l'idée de Paulette que sa belle-sœur puisse être amoureuse d'un homme. Yes, that is of course the secret that they're playing around with, and to Paulette's in Paulette's mind, there's no possibility at all that Gilberte could be in love, that her sister-in-law could be in love with André. Thank you. There's a question in the chat from Elok, who says, when in the movie the competition in Paris is under the patronage of Madame Yvonne de Gaulle, is it according to documents, or is this the idea that she represented? Oui, c'est l'idée, c'est ce qu'elle représentait. Le salon des arts ménagers a existé encore pendant longtemps. Hein. Je me demande si ça n'existe pas encore. Je n'ai pas vérifié ça. Mais oui, Yvonne de Gaulle, c'était vraiment la France dans toute sa grandeur. Et toutes ces grandes manifestations étaient toujours sous le patronage de... moi, ça me fait sourire. C'est simple que ça. Yes, it was more of an idea that she represented that. Yvonne de Gaulle was really like grandiose old France at the time, and this competition, this fair, perhaps even exists today, or in a different version, or he's not sure about that. So yeah, it was just more of an idea of her being the patron for this. We have, and from Connie in the chat, she says she's talking about the drawers in the desk, and she said, I viewed the drawers of the desk a bit differently, with the reality of the financial problems in one, and the middle drawer as an escape to a fantasy or trouble-free world of children. Oui, mais c'est simple, ça correspond un petit peu à ce que je disais, oui, une forme d'échappatoire comme ça, d'innocence quand même dans ce personnage qui s'échappe de son quotidien. J'aurais pu traiter le personnage, bon, je le fais mourir, mais j'aurais pu le garder et le faire évoluer. Pour moi, André et Robert, c'est presque un seul personnage. C'est l'homme qui meurt et l'homme nouveau qui entre dans la vie de Juliette. Ça aurait pu être le même, il aurait pu évoluer. Il n'était pas si mauvais. Yes, the drawer is like an escape, a new innocence. And he could have kept the character of Robert. He does make him die, but in a way, it almost symbolizes the old man and the new man as André. They could be one and the same character. It really shows two facets of the evolution of these two men, or of man. Martin, could you talk a little bit about filming with the weather, like filming in the snow, and then the other weather types that there are? Did you film over a number of months to get all those different types of weather, or how did that go? Et non, c'est tout faux. It's all fake. On a tourné... c'est la merveille des effets spéciaux aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'on peut faire. On a tourné la déesse dans une grange et on a tout après reconstruit après. So no, it's the magic of special effects. They had the deux chevaux, the car,
in a barn, and they just recreated everything with special effects. Well, that is amazing. I lived in Alsace for a number of years, and my wife and I got married there, so we have very strong affection for the place. And I was believing that I was in an Alsatian winter. Et par exemple, quand elles sortent la voiture de cette fameuse grange où nous, on avait tourné la voiture avant, du garage, là, il y avait de la fausse neige. Et donc ça, il y a quelqu'un qui vient, on met de la fausse neige partout. Et puis derrière, non, il y avait encore plein de choses bien vertes. Et on a après tout effacé, tout reconstruit et transformé complètement. Après ça, il faut essayer de garder... c'est pas Game of Thrones, c'est la Bonne Épouse. Donc, il faut garder une ligne pour que ce soit poétique et simple, surtout le plus simple possible. Mm-hmm. So, for example, this scene driving the car out of the barn, they had a little bit of fake snow, but behind that, everything was green, and this was something that was, covered and erased and covered in After Effects. And it's not Game of Thrones, it's How to Be a Good Wife. It's a different film, but they try to keep things simple, to keep everything simple. Renee, you have a question. You had your hand raised. Sorry, I didn't see you. Oh, no, that's okay. I have a question about the actual home itself, and how did he find that location, and what was it before he was filmed? But before I do that, may I just take this opportunity to say that Seraphine is so important to me personally. I just like, when can you say that to a director? That was a really important picture for me. I saw it at the film festival, fell in love with that film and Moreau, and it inspired a 3-course film course that I taught for Ollie on artist bios. I just wanted to say that Seraphine is one of my favorite pictures of all time. Thank you. Je veux bien quand même que vous me traduisiez, je n'ai pas tout compris. Oui. Non, il dit c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire au réalisateur de son film préféré à quel point ça a été influent et important pour lui. Séraphine est vraiment un film très important, et Yolande Moreau qui l'a poussé à did you teach? Excuse me? You taught classes? À être le professeur pour des cours de film et inclure ça. Oui, c'est un film. C'était une aventure extraordinaire, Séraphine. Et j'ai toujours troublé parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est... on peut parler un peu de Séraphine si vous voulez, hein, qui m'est un peu tombé dessus. Et oui, vous vouliez traduire? Je voulais juste dire, ça a commencé par la question sur le lieu du tournage, la maison. Quelle était cette maison et... Ah oui. Bah, je vais... Oui, alors, il fallait... Vous savez, les films en France sont produits... les moyens financiers, il y a plusieurs sources. Il y a les télévisions, il y a le Centre national du cinéma et il y a les régions. Et comme j'avais l'Île-de-France, je devais trouver la maison en Île-de-France. Il fallait que je trouve une maison qui ait l'air d'une maison en Alsace, mais qui soit en Île-de-France. Et donc ça, c'était pas facile non plus. Et ben voilà, il y a ce qu'on appelle des repéreurs, qui sont des garçons qui partent comme ça avec leur voiture et vont explorer la région où on est censé devoir trouver le décor. Et je dois dire que à chaque fois, moi, j'ai trouvé. Et le plus extraordinaire, c'est que quand ils sont arrivés avec les photos de cette maison, qui était à moitié à l'abandon, le propriétaire vivait dans ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire dans une petite maison sur l'arrière. La maison, il y avait un trou, enfin, on l'a entièrement refaite d'ailleurs pour le film. C'est vrai qu'on est entré dans cet endroit et j'ai demandé, mais est-ce qu'on pourrait soulever un des volets? Et c'est le premier plan du film.
il y a un type qui est venu, qui a démonté un truc et qui a tiré sur quelque chose. Et j'ai vu ce volet se lever, se lever, se lever comme ça. Et derrière, il y avait toute cette nature. Et j'ai regardé mon chef opérateur qui était avec moi et on s'est dit, c'est là, et le film commencera comme ça. So the house in France, the films are subsidized. They can ask for funding and grants from different instances. And some of the funding came from the Île-de-France region, so that the wider Paris region. Of course, one of the conditions for that was that the location had to be in that region. So one of the first challenges was to find an Alsace-looking house in the Paris region. And for that, they worked with location scouters whose job it is to find these locations. They just go and drive around small towns and snap pictures of potential locations. And when he saw the pictures, he was immediately drawn to it. It was half abandoned. The owner was actually living on the property, but in a separate building. They completely renovated the house for it. And one time, with a closed window, he asked if the blinds could be lifted and opened. And when they pulled on something to open those windows, he immediately realized he wanted this to be the opening of the movie. Et le propriétaire d'ailleurs a gardé la maison depuis, elle était à vendre et le propriétaire l'a gardée. And the owner then, it was for sale before they renovated it, and then the owner decided to keep it. Alors, pour revenir à Séraphine, oui, vous parliez de Séraphine. Oui, c'est un film, comment dire, qui a été tellement important dans ma vie. Mais on ne peut pas refaire Séraphine, parce que souvent on me dit, mais on a une attente après Séraphine. Est-ce que vous avez vu Violette? Oui. Est-ce que René, vous avez vu René, Violette? have you seen Violette? The film Violette, have you seen it? Non, mais vous devriez. Parce que j'ai voulu faire une trilogie. Il y avait Séraphine, il y avait Violette, et je vais en faire un troisième. Je n'ai pas fini. Mais il va y avoir 3 films. Et donc, Violette est le second. Si vous avez aimé Séraphine, vous allez beaucoup aimer Violette. So Séraphine is also something that is very, very important in his life. It created a lot of expectations. People are always asking him about when he's going to drop the next Séraphine type production. And then he was asking if anybody had seen Violette, because the way he sees it, even though it's not the same story, is he has in mind a trilogy where it'd be Séraphine, and then Violette, and then another one, a third film that has yet to come out, or yet to be created. Violette, c'est un écrivain, c'est une femme écrivain, c'est Violette Leduc, qui a été un écrivain qui a, un peu comme Séraphine, elle était une grande admiratrice de Séraphine. C'est comme ça que j'ai découvert Violette, et j'ai fait un film sur sa relation avec Simone de Beauvoir. Ah oui. So Violette is about Violette Leduc, who was a writer, who was actually a great admirer of Séraphine, which is how he got the idea of doing this, and he had also a great friendship with Simone de Beauvoir. Wow. Great. Being in France as a young kid during those times, what I loved in your movie is seeing all the old cars, like the Amicis Break that my dad had, and all that. And I always wonder, is it difficult to find them? Like, the bus was wonderful. That bus, I've rode in buses like that. And is it like a company brings that, or you have to call for all those enthusiasts? All the enthusiasts. Go ahead. Non, il y a des loueurs, il y a des collectionneurs. Toutes les voitures, on trouve tout. On trouve tout. Si vous savez tout ce qu'il y a, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand vous préparez le film, c'est pour ça que j'aime tellement faire des films d'époque, c'est que d'un seul coup,
J'ai l'impression d'être un enfant et de ressortir tous les jouets que j'avais quand j'étais petit. Et j'ai la voiture de mes parents. Par exemple, d'ailleurs, non, allez-y Marie, parce que je vais être trop long et je vais dire quelque No, chose that's avant okay. Of course, there's rental services, rental companies, or collectors that have these and can rent them out for films. So you can find absolutely everything. Also, so great for him to also relive these memories of having this car with his parents and. Et il y a des miracles. Séraphine a été un film qui a été un miracle, mais Violette aussi a été un miracle. Et il y a eu des miracles pendant le film, parce que par exemple, j'avais une scène dans Violette où Simone de Beauvoir venait avec sa voiture rendre visite à Violette, qui habitait au fin fond de Paris, dans un quartier très pauvre. Et le jour où on a tourné la scène, on a tourné dans la vraie voiture de Simone de Beauvoir. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il y avait un loueur qui avait la voiture de Simone de Beauvoir et on a pu avoir cette voiture-là. Et c'est l'actrice qui jouait Simone de Beauvoir, et là, à nouveau, on avait de la fausse neige, est arrivée avec la voiture, la vraie voiture de Simone. C'était quand même... c'est extraordinaire. He's saying that there's miracles in his movies. There's been a miracle in Séraphine, miracles in Violette, which is the one he's telling us about, where there's a scene in which Simone de Beauvoir visits Violette le Duc in a car, and when they asked the rental company and the collector for this car, he actually told them that this was the car that actually belonged to Simone de Beauvoir. They actually managed to get this car to film the actress playing Simone de Beauvoir in that scene with the actual car. Yeah. Adrienne, you have a question. Whoever just posted, I didn't note that we can watch Violette. I'm so foaming at the mouth waiting, because I read a book called Mad in Pursuit, which was about Violette le Duc, and I read it in English, and her relationship with the Sartre et Simone de Beauvoir. And she was very much an outsider person who lived in emulation of what she extolled as the beautiful, brilliant Simone de Beauvoir. And her character also was sort of a borderline character, which went to what was called mental illness at some point. She had paranoid fantasies. And I'm really, really, really looking forward to that film. Is there an actress that we know that's cast as Violette le Duc? C'est Emmanuel DeVos. Oh, good. All right. Bon. Merci pour ça. We saw a film called Perfumes last summer in English. It was called Perfumes, that Cécile provided for us. And Emmanuel DeVos was so good in that. Il est incroyable. Oui, Violette le Duc, elle était laide. Donc, Simone, elle avait un grand nez. Donc, Emmanuel a un faux nez. Énorme. Énorme. Et quand elle a refait son nez, pardon. Had a big nose and in the movie Emmanuel DeVos. Elle souffrait de sa laideur. Elle souffrait de sa laideur. Et elle a écrit des pages magnifiques. Et d'ailleurs, Violette le Duc est étudiée dans les universités américaines. Elle n'est pas étudiée en France. Elle est étudiée dans les universités américaines. C'est une très, très grande styliste. Violette le Duc is studied, bizarrely, is studied in the US a lot, but not in France. And he's just noting with the nose component that she was someone who suffered from her physical appearance. Martin, do you have any questions for us? Non, j'allais vous dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'une de vous est allée dans une école ménagère? Has anybody been to a housekeeping school or housekeeping classes? Parce que j'en ai eu souvent. Enfin, quand le film est sorti en France, il est sorti le 11 mars l'année dernière, et le 17 mars, tous les cinémas étaient fermés. Et, oui, mais en fait, ça s'est très bien passé finalement. Il est ressorti après et il avait tellement bien démarré qu'il a fait ce chiffre. Enfin bon, ça s'est très bien terminé. Mais les quelques salles que j'ai faites avant la sortie du film
c'était très émouvant parce qu'en France, toujours, il y avait une ou deux femmes qui prenaient la parole et qui racontaient leurs histoires et qui avaient fait une école ménagère et qui en avaient beaucoup souffert. Et c'était très, très émouvant d'avoir ces dames d'un certain âge qui disaient, ben voilà, ben moi, tout ce que vous racontez, je l'ai vécu. Et même si le film est assez drôle, c'est la pure réalité. Et c'était ça. Et toutes ces femmes-là ne se rendaient pas compte à quel point, d'une certaine façon, elles s'aliénaient. So when he was presenting the film, there was a few instances where there was always one or two women in the audience of a certain age who were able to vouch for this because they had been to a housekeeping school. The film came out on March 11th last year, 2020, and a week later, all the cinemas closed because of COVID. But thankfully, it had another release, and that's how he was still able to have these conversations and have these women vouch for their experience and realize how at the time when they were in these institutions, they did not realize how much they were being alienated, how their lives were being alienated. I think a number of people here have mentioned that at schools, they used to have home economics classes for the female students, and then for the male students, they would have woodworking classes. Oui, moi c'était comme ça quand j'étais petit, oui, oui. Les filles faisaient de la couture et nous on faisait des travaux. Yeah, it was the same in France when Martin was young. Women would do, sewing classes while young boys would do more manual work, for instance. On ne naît pas femme, on le devient, c'est Simone de Beauvoir, mais on ne naît pas homme, on le devient aussi. Here at University of Davis, California, Davis, they had a Department of Home Economics. Almost all females, I think, were in that department. Mm-hmm. Il y avait un département de home economics, donc du budget ménager, de choses comme ça. Il y avait tout un département à l'université de Davis qui était donc uniquement peuplé uniquement féminin. I think the name was changed to something like human ecology, wasn't it, Renee? Remember that? Human ecology, and then it disappeared, I think. Yes, I hope so. Martin, est-ce que vous avez des projets à l'avenir? Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, c'est toujours délicat, je touche du bois, mais normalement, je tourne l'année prochaine un film. Oui, tout est un peu, enfin, pas arrêté, mais les choses sont très ralenties à cause du Covid. Et donc, je vais tourner un film avec Isabelle Huppert en mars l'année prochaine. J'aurais dû le tourner à la fin de l'année. Et puis, les choses prennent du temps, c'est difficile en ce moment. Il y a beaucoup de distributeurs qui souffrent parce que les films ne sortent pas. C'est la même chose pour vous. Et du coup, on a décidé d'attendre un peu. Donc j'écris un autre film en ce moment sur un peintre. Vous voyez, c'est toujours la peinture. Et que je ferai sans doute après. Donc je pense que ça va être... il y aura rien de moi avant... on sait quoi, je tourne pas avant 2023, fin 2023, 2024. So yeah, he has the question was if he had any projects, anything upcoming, and things have of course slowed down a lot with COVID. Film distributors are suffering, so things just take more time. But he is working on a film with Isabelle Huppert that they're hoping to shoot early next year, and about March next year. Was supposed to be shot at the end of this year, but so it's postponed by a little bit. And so at the same time, he is writing a script about a painter that he hopes will also come to fruition. So nothing planned on the screens until probably 2023 or 2024. And how is life where you are living right now? Are you able to get out? Je vis dans les décors, pour René, je vis dans les décors de Séraphine, puisque j'habite dans le Vexin. Je suis à côté de Giverny.
Je suis dans un endroit très beau qui est à côté de là où habitait Monet avant qu'il s'installe à Giverny. C'est à côté de l'église de Véteuil. So Martin actually lives in Vexin, which is the decors of Séraphine, near Giverny, where Monet lived. This is his environment. Right. And can you go out and do things, or is it pretty restricted? Non, en ce moment, on ne peut pas sortir après 18 heures, mais j'habite dans un hameau. Je suis au bord de la Seine et il y a quoi, 10 maisons, vous voyez. Donc, bon, je peux aller voir un ami, une amie le soir, personne ne me dira rien ici, il n'y a pas de policier. Je n'aurai pas d'amende. There is officially a lockdown. You can't get out after 6 p.m. But he lives in a very, very small village. There's about 10 houses. So if he just wants to go see a neighbor, he has no problems with that. There's not going to be any policing in his small town. Non, on est très protégé ici. C'est vrai que le fait d'être à la campagne, Yolande Moreau, qui joue Séraphine, habite à 3 km de chez moi. Elle est venue l'autre jour boire une tasse de thé. Et on se disait que pour nous, en tout cas, qui écrivons, qui avons une vie artistique et intime, intense, le confinement ne change pas grand-chose. Ce qui nous manque, c'est le tournage, c'est la vie, c'est de voir des gens, c'est d'être avec vous en vrai. Tout ça nous manque. Mais les longues périodes comme ça d'écriture, de recherche, elles font partie de nos vies. Et enfin, moi, j'essaie de le prendre du bon côté en me disant que ça me demande d'aller encore plus loin, de chercher encore plus et de me dépasser. So yeah, he feels pretty privileged. The isolation is not so hard on him. Like he has his friend Yolande Moreau, who lives only 3 kilometers away. She came over for tea the other day. He's really trying to use this time to do a lot of reading and research and writing, which is something that's part of him anyways. So he can totally fulfill this part of his work. At the time being, he of course misses shooting and socialization in general, but he can put this time to good use. Very good. Do we have any more questions? Cécile, would you like to say a few words? Yeah, well, I don't have a lot to add. That was so fascinating. Thank you so much for being here, Martin, and thank you to all of you for your questions and for attending the films and for being, here. And we'll meet again. Well, on in March 12. We are trying to gather a few of the short filmmakers who worked on who directed the short films that are nominated. So we'll send more information about that next week, and then we have another film coming up in March with another Zoom discussions and more coming up. So thank you for being here. Thank you again, Martin, and we felt really, really privileged to have you because, yeah, we already showed 2 of your films, so we have a history, even if you didn't know about it. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci à vous. So, merci à tous, and see you in only 2 weeks, actually. We'd like to Thank you, Marie. You did such a wonderful job. I cannot believe how good a job you did. Thank you for being patient with me. Thank you so much. Oh no, yes. Merci Marie. Oui, merci à Marie. Merci beaucoup Martin. C'est vraiment un privilège de vous avoir. Merci d'avoir pris le temps. Marie, super, incroyable. Très bien.
Et merci à tout le monde. Thank you everyone for coming. What a wonderful time we've had on this Sunday. Yes. Merci Have a good day. beaucoup and à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah.